Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre vraiment fondamental du programme de première, la cohésion de la matière. On va décortiquer ensemble les forces qui font que tout ce qui nous entoure, ça tient, d'un simple grain de sel jusqu'à une bulle de savon. C'est la base pour comprendre pourquoi les solides sont solides et les liquides, liquides. Allez, on y va. Ok, pour commencer, une situation très concrète. Tu vois cette piscine? En hiver, on la vide. Pourquoi? Pour éviter que le gel ne la fasse littéralement exploser. Et là, on doit se poser la question, mais comment est-ce possible? Comment une molécule d'eau, si petite, peut-elle développer une force capable de pulvériser du béton armé? Voilà, ça, c'est notre énigme du jour. C'est la question qui va nous guider tout au long de cette explication. Comment un truc aussi banal que l'eau peut devenir une machine de démolition juste en gelant? La réponse, tu t'en doutes, elle n'est pas visible à l'œil nu. Faut aller voir au niveau moléculaire. Alors, pour résoudre ce mystère, on va suivre un plan en 3 étapes bien logiques. D'abord, on va identifier les fameuses forces qui collent les molécules entre elles. Ensuite, avec ça, on comprendra pourquoi certaines choses se mélangent et d'autres non, la fameuse solubilité. Et pour finir, on appliquera tout ça à un exemple de tous les jours, comment fonctionne un savon. C'est parti pour la première étape. Allez, on plonge dans le cœur du sujet. Toute la matière qui nous entoure, solide, liquide, elle tient parce qu'il y a des sortes de cols invisibles entre les molécules. C'est ce qu'on appelle les forces ou les interactions intermoléculaires. Il faut en connaître 3 et on va les voir une par une. La première, c'est la plus balèze de toutes, l'interaction électrostatique. On l'appelle aussi la liaison ionique, on la trouve typiquement dans les solides ioniques. Alors comment ça marche? C'est simple, t'as des ions positifs, les cations, et des ions négatifs, les anions. Les opposés s'attirent, c'est la loi de Coulomb, et cette attraction est tellement forte qu'il s'organise en une structure super rigide, super ordonnée. Regarde, l'exemple parfait, c'est le sel de cuisine, le chlorure de sodium, tu vois? Les ions sodium, Na+, et les ions chlorure, Cl-, s'empilent parfaitement pour former un cube. C'est cette structure ultra organisée et super solide qui explique pourquoi le sel forme de beaux cristaux bien durs. Numéro 2, la liaison hydrogène. Alors, elle est moins forte que la liaison ionique, mais attention, elle est absolument capitale, surtout pour l'eau. Pour qu'elle existe, il faut un atome d'hydrogène qui est déjà lié à un atome très électronégatif. Tu sais, un atome qui adore attirer les électrons, comme l'oxygène, l'azote ou le fluor. Et cet hydrogène va alors être attiré par un autre atome électronégatif juste à côté. C'est une sorte de pont entre les molécules. Et pour l'eau, c'est exactement ça. Regarde bien le schéma. Chaque molécule d'eau peut se lier à ses voisines avec jusqu'à 4 liaisons hydrogène. Ça crée un réseau super connecté. C'est grâce à ça que l'eau a des propriétés si particulières. Et tu vas voir, c'est la clé pour comprendre pourquoi notre piscine risque de se fissurer. Et pour finir, la 3e catégorie, les interactions de Van der Waals. Bon, celles-là, ce sont les plus faibles de toutes. Mais leur truc, c'est qu'elles sont universelles. Ça veut dire qu'elles existent entre toutes les molécules, sans exception. En gros, c'est dû aux électrons qui bougent tout le temps, créant des petits déséquilibres de charge très brefs qui font que les molécules s'attirent un tout petit peu. Ok, on a nos 3 types de cols. Maintenant, voyons une conséquence directe de tout ça. Pourquoi, quand on met de l'huile dans l'eau, ça ne se mélange pas? C'est la grande question de la solubilité. Alors là, il y a une règle d'or, un dicton à retenir absolument. Qui se ressemble, s'assemble. C'est tout simple. Une molécule polaire avec un pôle plus et un pôle moins va bien s'entendre avec d'autres molécules polaires. Elles se dissoudront entre elles. Et à l'inverse, une molécule apolaire, sans pôle, ne pourra se mélanger qu'avec d'autres molécules apolaires. C'est vraiment la règle de base. Et cette diapo l'illustre parfaitement. Regarde à gauche. L'eau est un solvant polaire. Elle arrive à entourer et à séparer les ions du sel, qui est polaire aussi. Résultat, le sel se dissout. Maintenant à droite. Le diode, lui, est apolaire. Il se dissout très bien dans le cyclohexane, qui est aussi apolaire, tu vois? Qui se ressemble, s'assemble. Mais si tu essayais de mettre du sel dans le cyclohexane, ça ne marcherait pas du tout. Le polaire et l'apolaire, ça ne se mélange pas. Allez, on passe à une application que tu connais par cœur, le savon. On a un problème. Une tache de gras, c'est apolaire. L'eau, pour laver, c'est polaire. On vient de dire que ça ne se mélange pas. Alors comment le savon fait-il pour nettoyer? La molécule de savon est une sorte d'agent double, un espion de la chimie. Voilà la star du spectacle, l'ion carboxylate. C'est la molécule active du savon. Regarde bien sa structure. D'un côté, il y a une longue queue, faite de carbone et d'hydrogène. Cette partie est apolaire, elle adore le gras. On dit qu'elle est lipophile. Et de l'autre côté, il y a une tête, qui est chargée, donc polaire. Elle adore l'eau. On dit qu'elle est hydrophile. Ce double jeu, cette double personnalité, ça a un nom en chimie. On dit que la molécule est amphiphile. Amphi comme des deux côtés.
Et c'est justement cette capacité à aimer à la fois l'eau et le gras qui lui donne tout son pouvoir nettoyant. C'est le pont entre deux mondes qui se détestent. Alors, comment ça marche concrètement? C'est un plan en 3 temps. D'abord, les queues lipophiles du savon, celles qui aiment le gras, vont se planter dans la tache de graisse. Ensuite, plein de molécules de savon viennent entourer complètement la saleté, la prenant en sandwich. Ça forme une petite sphère qu'on appelle une micelle, avec le gras piégé à l'intérieur. Et enfin, les têtes hydrophiles qui aiment l'eau se retrouvent à l'extérieur de cette sphère. Du coup, quand tu rinces, l'eau n'a plus qu'à attraper ces têtes et à emporter tout. Magique. Bon, maintenant qu'on a bien compris ces principes, on va les mettre en application dans un cas typique du bac, l'extraction liquide-liquide. Le but du jeu, c'est de choisir le bon solvant pour aller pêcher une molécule qui vous intéresse dans un mélange. Alors voilà le problème. On a du diode qui est une molécule apolaire, mais il est coincé dans de l'eau qui est polaire. On veut le récupérer. Pour ça, on va utiliser un autre solvant. La question est, lequel choisir parmi les options qu'on nous donne? Regardons ce tableau. Pour faire notre choix, on a 2 conditions à respecter. C'est super important. Premièrement, le solvant doit bien dissoudre notre diode. Deuxièmement, il ne doit pas se mélanger avec l'eau, sinon on ne pourra rien séparer. Alors, l'éthanol, oui, il dissout le diode, mais zut, il est miscible avec l'eau, donc on l'élimine. Le cyclohexane maintenant. Est-ce qu'il dissout le diode? Oui. Est-ce qu'il est miscible avec l'eau? Non. Parfait, on a trouvé notre gagnant, c'est le cyclohexane, le solvant idéal pour notre extraction. Voilà, on arrive au bout. C'est le moment de la synthèse, de faire le point sur ce qu'il faut absolument retenir pour le bac. Alors, revenons à notre piscine du début. Pourquoi elle se casse? Eh bien, tout est lié aux liaisons hydrogènes. Quand l'eau devient de la glace, ces liaisons forcent les molécules d'eau à s'organiser en un réseau très ordonné, mais aussi très espacé. Du coup, la glace prend plus de place que l'eau liquide. Elle est moins dense, c'est pour ça que les glaçons flottent, mais son volume augmente d'environ 9%. Et cette augmentation de volume, coincée dans les fissures du béton, ça crée une pression monstrueuse, assez pour tout faire éclater. Pour résumer tout ça, voici la diapo bilan à garder en tête pour tes révisions. Retiens bien les 3 points essentiels. Premièrement, les 3 types d'interactions qui assurent la cohésion de la matière. Deuxièmement, la règle d'or de la solubilité, qui se ressemble s'assemble, tout est une question de polarité. Et enfin, les 2 critères pour bien choisir un solvant d'extraction. Si tu maîtrises ça, tu as l'essentiel du chapitre. Et pour finir, une question pour toi. Maintenant que tu as compris le rôle de ces forces invisibles, regarde autour de toi. Quels autres phénomènes de tous les jours tu pourrais expliquer avec ça? Je te donne des pistes. Pourquoi certains insectes peuvent marcher sur l'eau? Ou encore, comment un gecko fait pour grimper sur un mur vertical? La réponse se cache dans ce qu'on vient de voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette explication t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner pour ne pas rater les suivantes, et surtout, partage-la avec tes potes qui galèrent un peu. La physique-chimie, c'est toujours plus simple quand on s'entraide. Allez, bon courage pour les révisions et on se retrouve très vite.